L'équipe de Parker Schnabel a gardé le souvenir de cette nuit en silence pendant des mois peut-être parce qu'en parler à haute voix la rendait trop réelle. C'était la nuit où tout ce qu'ils avaient construit, chaque once d'or, chaque pari, chaque quart de travail brutal de 14 heures, a failli s'effondrer dans la boue du Yukon. Ce dont ils ont été témoins pendant ces heures noires a fait plus que menacer l'équipement. Cela a exposé les faiblesses, testé les loyautés et les a forcés à affronter une vérité sur le terrain en lequel ils avaient une confiance qui changerait la ruée vers l'or pour toujours. Tout a commencé par un silence. À 11h47, la radio s'est mise à émettre des parasites puis s'est éteinte. Pas de tonalité d'avertissement, pas de signal qui s'affaiblit, juste une absence soudaine et artificielle de son. Dans les champs aurifères du Yukon, le silence n'est jamais neutre. Les radios sont des lignes de vie. Elles transmettent des instructions, des avertissements, des coordonnées, des petites blagues qui maintiennent le moral dans une obscurité sans fin. Elles relient les excavateurs aux bouteurs, les bouteurs à l'usine de lavage, l'usine au patron. Lorsque cette ligne se rompt, l'isolement s'installe rapidement. Mitch Blaschke l'a senti immédiatement. Les années passées au sein de l'équipage de Parker l'avaient formé à reconnaître la différence entre les problèmes de routine et quelque chose de plus profond. Les équipements tombent en panne, les antennes se glacent, les batteries s'épuisent. Mais là, c'était différent. Plus tard, lorsqu'il en parla, enfin, sa voix portait le poids de quelque chose qu'il avait répété trop de fois. J'ai déjà entendu parler de panne, j'ai déjà entendu la météo nous arrêter, j'ai déjà entendu la panique dans la voix de quelqu'un. Mais je n'avais jamais entendu un tel silence, a-t-il déclaré. Ce n'était pas seulement les radios, c'était comme si toute la coupe avait cessé de respirer. L'équipe de nuit avait fonctionné de façon régulière et propre. 3 excavatrices enlevaient les morse-terrains du banc supérieur. 2 bouteurs poussaient les matériaux vers les zones de chargement. L'usine de lavage faisait vrombir des centaines de mètres de terre utile sous des projecteurs qui transformaient l'obscurité en un midi artificiel. L'exploitation de Parker fonctionnait 24 heures sur 24 pendant la haute saison, parce que chaque heure comptait. Lorsque vous poursuivez des totaux d'or de plusieurs millions de dollars, les temps d'arrêt sont l'ennemi. L'équipage avait son rythme. Les machines se déplaçaient selon des schémas si bien rodés qu'ils n'avaient pas besoin de mots. Puis ce rythme s'est brisé. Brennan Rouault, installé sur le banc supérieur de sa pelleteuse, l'a senti avant de le comprendre. Ce n'était pas seulement la radio morte, c'était quelque chose dans la façon dont la machine répondait à ses mains. Il creusait cette tranchée depuis des semaines. Il connaissait les couches, terre arable, bandes d'argile coulées de gravier, comme les chapitres d'un livre. Il pouvait sentir la différence à travers le siège de son pantalon et la vibration des commandes. Mais juste après 11h47, le sol n'est plus le même. Subtil au début, une douceur qui ne correspondait pas aux matériaux qu'il avait découpés. Un retard dans la résistance lorsqu'il faisait avancer la machine. Il a enclenché son micro. Plainté tout lisse, statique, il change de chaîne. Parker, rien. Mitch, seulement un sifflement. C'est à ce moment-là, admettra-t-il plus tard, que son estomac s'est serré. Les pannes d'équipement se produisent. Les pannes de réseau sur l'ensemble d'un réseau ne se produisent pas, à moins que quelque chose n'ait détruit le système à la racine. Dans l'usine de lavage, Danny Etheridge a une vue dégagée sur les bancs éclairés. De sa cabine de contrôle surélevée, il peut voir les machines se déplacer en longs arcs prévisibles. À 11h52, ses mains se figent sur les commandes. Le sol bougeait, il ne glissait pas, il ne se détachait pas en morceaux comme le font parfois les murs instables. Il coulait. Le banc entier semblait onduler sous les excavatrices comme si la terre s'était transformée en liquide sous le poids de l'acier. « J'ai travaillé dans des mines dans 3 pays », dira Danny des mois plus tard encore pâle à se souvenir. « J'ai vu des glissements, j'ai vu des murs se détacher. Mais ça c'était comme voir un sol solide se comporter comme de l'eau. Les ingénieurs géotechniciens l'appelleront plus tard la liquéfaction des sols, une transformation rare et violente, où un sol saturé soumis à des contraintes perd sa résistance et s'écoule comme un fluide. Dans les manuels, ce sont des diagrammes et des équations. Dans la vie réelle, ce sont des milliers de tonnes de terre qui se déplacent sans crier gare sous les hommes et les machines. Sur le banc, Brennan sent son excavateur s'incliner. Au début, c'était presque imperceptible, 1 degré ou 2, assez pour qu'il se demande si la fatigue ne lui jouait pas des tours. Puis l'inclinaison s'est accentuée. La machine de 90 tonnes a commencé à glisser sur le côté. Il actionna les commandes essayant de remonter la pente loin de l'échec rampant. Les chenilles d'acier tournaient inutilement.
L'argile qui était ferme quelques minutes auparavant s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à du ciment humide. La machine dérivait malgré ses efforts, la flèche se balançant pour contrebalancer le poids. « J'ai déjà été dans des endroits difficiles », a-t-il déclaré. « Mais lorsqu'une telle quantité de fer se met en mouvement et que vous ne pouvez pas l'arrêter, c'est la vraie peur. Vous êtes au maximum des possibilités de contrôle, et le sol ne s'en soucie pas. » Sur le banc inférieur, Tyler Mahoney a senti la lame de son bulldozer s'enfoncer, non pas en creusant plus profondément, mais en s'abaissant comme si la terre sous elle avait été creusée. Il a instinctivement fait marche arrière. Le bulldozer a reculé, mais la surface sous lui a ondulé. Il lève la tête et voit l'excavatrice de Brennan glisser sur le côté. « C'est là que j'ai compris, dit Tyler, qu'il ne s'agissait pas seulement de mon patch, mais de l'ensemble de la coupe. Tout était en train de s'effondrer. » Le silence radio qui régnait auparavant prend soudain un sens terrifiant. Les tours de communication avaient été ancrées dans le même sol compromis. Lorsque la Terre s'est déplacée, les câbles se sont déchirés, les connexions se sont rompues et le réseau s'est effondré. L'équipage a été coupé du monde de la manière la plus dangereuse, qui soit chaque opérateur seul enfermé dans une cabine métallique, regardant un paysage qui n'était plus stable. Aucune coordination, aucun cri d'alarme, aucun plan commun. Danny a pris la première mesure décisive, il a coupé l'alimentation de l'usine de lavage. Les courroies traiteraient ce qui était déjà en mouvement, mais aucun nouveau matériau n'entrerait dans le système. La pression de production s'est instantanément évanouie. L'or pouvait attendre, la vie ne le pouvait pas, mais sa décision a créé son propre chaos. L'usine ne demandant plus rien, les excavateurs n'avaient plus aucune directive. Dans la confusion, pas de contact radio, pas de commandement central, chaque opérateur était confronté à un calcul brutal, abandonner la machine et courir ou essayer de la manœuvrer pour la mettre en sécurité et risquer de perdre de précieuses secondes. Ces machines représentaient des centaines de milliers de dollars chacune, mais quel est le prix d'une vie humaine lorsque le sol se transforme en marée? Mitch, qui effectuait un entretien de routine sur un camion d'assistance, a vu les projecteurs osciller d'une manière qui ne semblait pas correcte. Il a sprinté en direction de la coupure. Lorsqu'il a franchi la rampe d'accès, la vue l'a arrêté net. Le mur de l'Est, des centaines de pieds de long, 50 pieds de haut, s'affaissait vers l'avant dans ce qui ressemblait à une avalanche au ralenti. La boule à roche et l'argile se repliaient vers le bas, comme si la terre elle-même expirait après avoir retenu la tension trop longtemps. Des projecteurs montés sur des tours portables se penchaient à des angles maladifs, leurs faisceaux coupant à travers la poussière et la brume tourbillonnante, les ombres se tordant comme si elles étaient vivantes. Cela semblait biblique, dit Mitch à voix basse, comme si la terre engloutissait tout ce que nous avions construit. À 5 kilomètres de là, Parker Schnabel était assis dans sa caravane et passait en revue les chiffres de production. La récolte de la nuit semblait solide. La saison s'était rapprochée d'objectifs ambitieux et chaque mètre traité comptait. Son téléphone a sonné une fois un demi-message brouillé avant que la connexion ne s'interrompe. Il essaye la radio. Rien. Puis un autre appel fragmenté et paniqué a été coupé au milieu de la phrase. Parker n'a pas attendu la clarté, il a pris ses clés et a conduit. Lorsqu'il atteint le site, la scène est presque irréelle. Les machines sont perchées à des angles peu naturels. Les membres de l'équipe sont dispersés le long des crêtes stables, certains étant encore dans les cabines, d'autres ayant abandonné et grimpé la pente. La tranchée semble blessée comme si quelque chose d'énorme avait déchiré ses fondations. Il n'a pas crié, il n'a pas paniqué, il a évalué. Première priorité, confirmer chaque tête et rendre compte de chaque personne. Le matériel peut être remplacé, mais pas les personnes. L'un après l'autre, ils émergent de l'obscurité couverts de boue et secoués, mais vivants. Brennan a réussi à faire basculer sa perche et à se stabiliser suffisamment longtemps pour descendre et courir. Tyler a reculé sur un sol plus ferme juste avant que le banc inférieur ne cède. Personne ne manquait à l'appel. Ce seul fait sembler miraculeux, mais les dégâts sont considérables. Des tronçons entiers de la tranchée sont inutilisables. Des équipements sont bloqués sur un terrain instable. Des semaines de travail ont été réduites à néant en moins de 20 minutes. Et sous le soulagement immédiat se cache quelque chose de plus lourd, une prise de conscience qu'aucun d'entre eux ne veut exprimer. Ils ont fait confiance au sol. L'exploitation minière l'exige. On calcule les limites de charge, on étudie les rapports sur les sols, on surveille les nappes phréatiques. On part du principe que si l'on suit les données, la Terre se comportera dans les limites prévues. Cette nuit-là a prouvé le contraire. Dans les jours qui suivent, que les ingénieurs analysent les niveaux d'humidité, les schémas de drainage, les charges de stress. Ils identifient les facteurs contributifs et ébauchent des stratégies d'atténuation. Mais dans des conversations privées,
L'équipe admet ce qui l'a vraiment ébranlé, non seulement l'effondrement, mais aussi la vulnérabilité qu'il a révélée. L'or les avait rendus audacieux. Le succès les avait poussés à pousser plus loin, à creuser plus profondément, à prolonger les heures de travail jusqu'à la nuit. Ils avaient construit un empire d'acier et de gravier sous les projecteurs, croyant que l'expérience était une armure. Le silence de 1147 a brisé cette illusion. Cela leur a rappelé que quels que soient les progrès de la machinerie et la discipline de l'équipage, le Yukon reste maître de la situation. Le sol donne la richesse, mais il peut tout reprendre en un clin d'œil. Ils ont rompu le silence non pas pour dramatiser l'événement, mais parce que la vérité comptait. La quasi-catastrophe a imposé des changements de protocole, des redondances de communication et une surveillance géotechnique qui se sont répercutées sur les opérations bien au-delà de ce qu'ils prétendaient. Cette nuit-là n'a pas détruit l'opération de Parker Schnabel, mais il l'a réduit à quelque chose de brut et d'honnête. Dans l'obscurité, lorsque les radios se sont tues et que la Terre s'est mise à bouger comme de l'eau, ils ont appris que la survie dans les champs aurifères ne dépend pas de ce que l'on peut tirer du sol. Il s'agit de savoir avec quelle rapidité vous la respectez lorsqu'elle décide de se déplacer sous vos pieds. La première indication que quelque chose a mal tourné n'est pas venue d'un appel radio, mais de sa fenêtre. Les lumières lointaines de la coupe habituellement stables et prévisibles se déplacent de manière erratique. Des projecteurs qui auraient dû rester fixes balayent le ciel comme des projecteurs. Il saisit sa radio des parasites, change de chaîne encore des parasites, et essaie d'appeler l'équipage directement sur son téléphone portable. Pas de réseau comme d'habitude dans cet endroit reculé. Au cours de ses années d'exploitation minière, il avait eu à faire face à toutes ces situations, mais les lumières en mouvement suggéraient quelque chose d'autre, quelque chose de plus grave. Le trajet entre sa caravane et le chantier prenait habituellement 6 minutes. Parker y est parvenu en 3 fois, son camion rebondissant violemment sur les routes d'accès accidentées, les phares perçant l'obscurité. À mesure qu'il approchait, l'ampleur du désastre devenait évidente. Même à distance, il pouvait voir la géométrie altérée de la coupe, les mauvais angles, les machines à des endroits qu'elles n'auraient pas dû occuper. Lorsque Parker atteint l'usine de lavage, Danny l'attend le visage pâle sous les projecteurs. La conversation qui s'ensuit va définir le leadership de Parker comme aucune saison, aurifère réussie, n'a jamais pu le faire. « Nous avons un échec au sol », rapporte Danny la voix ferme, malgré les circonstances. Le mur est sa fesse. La pelleteuse de Brennan glissait la dernière fois que je l'ai vue. Le bulldozer de Tyler s'enfonçait. Les radios sont coupées. J'ai coupé l'alimentation de l'usine. Parker a absorbé l'information en quelques secondes. Son équipe est en danger, son équipement est en péril, le travail de toute une saison est en suspens dans une tranchée qui est en train de s'effondrer. Les décisions qu'il prendra dans les prochaines minutes détermineront si cela deviendra un revers ou une catastrophe. Où est-ce Brennan maintenant ? Demande Parker. Je ne sais pas. On ne peut pas l'évoquer à la radio. Tyler idem. Parker a regardé la coupure calculatrice. L'affaissement bougeait encore. Il pouvait le voir dans les positions décalées des projecteurs. Envoyer plus de personnes dans une défaillance active du sol, violer tous les protocoles de sécurité, risquer plus de vies et pouvait transformer une situation dangereuse en une situation mortelle. Mais laisser son équipe sans soutien, sans communication, sans aide, était impensable. Parker a ordonné que tous les véhicules équipés de phares en état de marche soient positionnés autour du périmètre coupé. Je dois voir l'ensemble de la zone de défaillance. Envoyer quelqu'un au point culminant avec des jumelles. Trouver ses machines. Trouver mon équipe. Ce que Parker n'a pas dit mais que tout le monde a compris, c'est qu'il se préparait à se lancer lui-même dans la coupe. En tant que patron, le propriétaire de la mine pouvait ordonner aux autres de prendre des risques. Mais Parker n'avait jamais agi de la sorte. Si son équipage était en danger, il partagerait ce danger. Si du matériel devait être sauvé, il aiderait à le sauver. La décision était instinctive, immédiate et potentiellement suicidaire. Mitch est sorti de l'obscurité, le souffle court. « Patron, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Le sol est encore en mouvement. Nous ne savons pas jusqu'où s'étend la défaillance. Vous pourriez tomber dans le vide, être enterré n'importe quoi. Mon équipage est à l'intérieur, dit simplement Parker. Nous ne savons même pas s'ils sont encore dans les machines, argumente Mitch. Ils ont pu s'enfuir, ils sont peut-être en train de revenir. Donnez-lui 10 minutes. Évaluons, c'est le mot évaluation qui a changé le calcul de Parker. Mitch avait raison. Se précipiter dans une situation d'échec au sol, sans information, sans plan ou sans comprendre ce qui se passe, n'aiderait personne. Le leadership n'est pas une question de bravoure ou d'action audacieuse. Il s'agit de prendre des décisions qui donnent à tous les participants les meilleures chances de survie. 5 minutes a concédé Parker. Que je voie ces machines et qu'on établisse un plan.
Ces 5 minutes ont ressemblé à des heures. Les membres de l'équipe ont positionné des véhicules autour de la coupure, leurs phares éclairant la catastrophe sous de multiples angles. Quelqu'un a trouvé une paire de jumelles très puissantes. Lentement dans la poussière et l'obscurité, la situation se clarifie. L'excavatrice de Brennan a glissé d'environ 40 pieds le long du banc, mais semble s'être arrêtée contre un sol plus stable. Le bulldozer de Tyler est incliné à un angle important, mais ne bouge pas. Les deux machines semblent intactes, mais on ne sait pas si les opérateurs sont encore à l'intérieur. Puis coupant à travers la tension, un son d'abord faible puis plus fort. Un moteur. L'une des excavatrices se déplaçait par ses propres moyens. Les chenilles grinçaient contre le sol instable, s'éloignant lentement de la zone d'effondrement. À travers les jumelles, il pouvait de voir Brennan, dans la cabine, luttant contre les commandes, poussant l'énorme machine vers le haut en direction de la sécurité. Il est en train de sortir à chuchoter quelqu'un, et l'équipe de surveillance a collectivement retenu son souffle. La décision de Parker d'attendre d'évaluer et de résister à l'impulsion de se précipiter avait été justifiée. Brennan se sauvait et sauvait sa machine, mais le bulldozer de Tyler restait silencieux et incliné dans l'obscurité. Un membre de l'équipage est sain, et sauf un autre est toujours en danger. La nuit était loin d'être terminée lorsque le sol a cédé. Ce que l'équipe a vu ensuite restera à jamais gravé dans sa mémoire. Alors que l'excavatrice de Brennan se frayait un chemin vers un sol stable, le banc qu'il venait d'abandonner a complètement cédé. Pas lentement, pas graduellement, mais dans une rupture catastrophique soudaine qui a englouti 50 pieds de coupe en quelques secondes. Des milliers de tonnes de terre de roche et d'argile se sont effondrées dans le vide, emportant avec elles des tours de projecteurs, des réservoirs de carburant et le bulldozer abandonné de Tyler. Le bruit ne ressemblait à rien de ce que l'équipage avait entendu auparavant. Il ne s'agissait pas d'une explosion ou d'un crash, mais d'un grondement profond et viscéral qui semblait provenir de la terre elle-même. Le sol a littéralement grondé lorsqu'il a cédé une note de basse qui a vibré dans leur poitrine et leur a fait mal aux dents. La poussière s'est soulevée en nuages massifs, obscurcissant tout, transformant la scène éclairée en un cauchemar trouble d'ombre et de chaos. Je pensais que Tyler était dans ce bulldozer, a admis Danny plus tard, sa voix se brisant. Je pensais que nous venions de le regarder mourir. Ces secondes, avant que nous sachions qu'il était en sécurité, ont été les pires de ma vie. Mais Tyler avait fait le même calcul que Brennan abandonnant sa machine quelques minutes plus tôt, lorsqu'il était devenu évident que le sol ne tiendrait pas. Il est sorti de la cabine, a grimpé à pied la pente instable et a émergé de la poussière couvert de boue mais vivant. Son bulldozer d'une valeur de plus de 300 000 $ est maintenant enseveli sous des centaines de tonnes de débris. L'équipe s'est rassemblée à l'usine de lavage, tout le monde a été recensé. Tout le monde est sain et sauf. Mais la sécurité est relative. La coupe sur laquelle ils travaillaient a été fondamentalement modifiée. Le mur oriental s'est entièrement effondré. Les bancs qu'ils avaient soigneusement creusés pendant des semaines avaient disparu. Pire encore, l'effondrement s'étendait plus profondément qu'on ne l'avait d'abord réalisé. Des couches géologiques qui auraient dû être stables se sont révélées être tout sauf stables. Parker parcourut le périmètre des dégâts alors que l'aube commençait à poindre son équipe, le suivant en silence. L'ampleur du désastre se précisait dans la lumière croissante. L'effondrement avait consumé environ 20% de leur zone minière active. Les objectifs de production qui semblaient réalisables il y a 24 heures sont désormais impossibles à atteindre. Le succès de la saison, les primes de l'équipage, la réputation de Parker en tant que mineur capable de surmonter tous les obstacles, tout cela est en suspens. Mais les dommages physiques, aussi dévastateurs soient-ils, ne sont rien en comparaison de ce que les membres de l'équipage ont vécu sur le plan psychologique. L'exploitation minière est un travail dangereux, tout le monde le sait. Les équipements se brisent, les accidents se produisent, les risques sont gérés, mais jamais éliminés. Ce qui a rendu cette nuit différente, c'est la trahison du sol lui-même. Les mineurs font confiance à la terre, la comprennent et travaillent avec elle. Lorsque cette confiance fondamentale est rompue, lorsque la terre ferme devient liquide, quelque chose change dans la façon dont vous abordez chaque quart de travail, chaque coupe, chaque seau de terre payante. J'ai été dans la position exacte de Brennan des douzaines de fois, a déclaré un membre de l'équipe. Même banc, même matériaux, même tout. Pourquoi le sol a-t-il tenu pour moi et échoué pour lui? Pure chance timing être au bon endroit plutôt qu'au mauvais en quelques minutes.
Cette prise de conscience, ce hasard, c'est ce qui m'a fait le plus peur, plus que l'effondrement lui-même. L'enquête technique qui a suivi a révélé la tempête parfaite de conditions qui a conduit à l'échec, une teneur en eau anormalement élevée dans des couches géologiques spécifiques, des vibrations dues au fonctionnement de l'équipement, le stress cumulatif de l'enlèvement du matériau. De soutien par le bas, un ancien pergélisol qui avait fondu en raison du changement climatique créant des vides et des zones de faiblesse là où il ne devrait pas y en avoir. Chaque facteur est individuellement gérable, mais combiné, il est catastrophique. Parker a ordonné l'arrêt complet des opérations pendant que les ingénieurs évaluaient le terrain restant. Pas d'extraction, pas de déplacement, pas de risque, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qui s'était passé et comment éviter que cela ne se reproduise. La décision lui a coûté environ 50 000 $ par jour en perte de production, mais après ce que son équipe avait vu, il n'y avait pas d'autre choix. J'ai beaucoup insisté pour obtenir de l'or, a déclaré Parker à son équipe ce matin-là. J'ai beaucoup demandé à chacun d'entre vous, mais je n'ai jamais demandé à quiconque de mourir pour cela. Nous n'irons pas plus loin tant que nous n'aurons pas la certitude que ce terrain est sûr, sans aucune exception. La réaction de l'équipage à la décision de Parker a révélé quelque chose de crucial sur la dynamique de l'équipe qui s'est développée au fil des années de travail en commun. Il n'y a pas eu de rébellion, pas de pression pour redémarrer, pas de dispute sur le temps ou l'argent perdu. Tout le monde avait été témoin de la même chose. Tout le monde comprenait à quel point ils étaient passés près de la tragédie. Le soutien unanime à la sécurité plutôt qu'à la production témoignait de la culture que Parker avait construite parfois intentionnellement, parfois accidentellement, mais toujours centrée sur les personnes qui avaient rendu ses rêves miniers possibles. Dans les heures calmes qui ont suivi l'effondrement, alors que les ingénieurs commençaient leur évaluation et que les membres de l'équipe essayaient d'assimiler ce qu'ils avaient vécu, les récits ont commencé à se faire jour. Petits détails, moments personnels, perspectives individuelles sur le traumatisme commun. Ces récits chuchotés autour d'un café ou partagés pendant les pauses cigarettes ont dressé un tableau de la nuit que les statistiques et les rapports techniques n'ont jamais pu faire. Les suites et les révélations. Les ingénieurs arrivent dans les 36 heures des spécialistes de l'analyse géotechnique qui ont enquêté sur des effondrements miniers dans le monde entier. Ce qu'ils découvrent dans la coupe de Parker choque même ces professionnels expérimentés. L'effondrement du sol n'a pas été un événement aléatoire ou un accident imprévisible. Des signes avant-coureurs existaient depuis des semaines, des indicateurs subtils que l'équipe avait remarqués, mais pas compris, que les superviseurs avaient considérés comme des variations normales que tout le monde avait rationalisées, parce que l'arrêt de la production pour enquêter semblait excessif. Mitch se souvenait avoir remarqué que l'eau suintait du mur coupé plus que d'habitude, mais il l'attribuait à la pluie récente. Tyler avait signalé que les chenilles de son bulldozer s'enfonçaient plus profondément dans certaines zones, mais il supposait qu'il avait touché un matériau plus mou. Brennan avait ressenti des vibrations dans sa pelleteuse qui semblaient erronées, mais il pensait qu'il s'agissait d'un problème mécanique et non d'un problème de sol. Individuellement, ces observations ne signifiaient pas grand-chose. Ensemble, ils ont brossé un tableau clair de l'échec imminent que personne n'avait rassemblé avant la catastrophe. Nous savions à admise à contre-cœur, un membre de l'équipage, pas consciemment, pas explicitement, mais quelque part dans nos tripes, nous savions que quelque chose n'allait pas. Nous ne voulions simplement pas le croire parce que le croire signifiait s'arrêter, et s'arrêter signifiait prendre du retard, et prendre du retard signifiait décevoir Parker. Cette révélation a frappé Parker plus durement que les pertes financières. Son équipe s'était sentie poussée à ignorer les problèmes de sécurité non pas parce qu'il l'avait explicitement exigé, mais parce que la culture de production constante avait créé un environnement où exprimer ses inquiétudes était perçu comme une faiblesse. La prise de conscience que son style de leadership, son intensité et son acharnement à obtenir des résultats avaient contribué à la situation dangereuse à forcer Parker à affronter des vérités inconfortables sur lui-même et sur son exploitation. Les réunions d'équipe qui ont suivi n'avaient rien à voir avec ce que les caméras de la ruée vers l'or avaient filmé auparavant. Des conversations crues, honnêtes, parfois douloureuses, sur la peur, la pression, la communication et la responsabilité. Parker écoutait plus qu'il ne parlait les membres de l'équipe, partageant des expériences qu'ils avaient gardées cachées, tout le monde étant confronté à la question de savoir comment construire quelque chose de meilleur à partir de l'épave. Je me rends compte que l'extraction de l'or n'est pas la partie la plus difficile de l'exploitation minière, réfléchit Parker. Le défi consiste à garder les bonnes personnes, à établir une véritable confiance, à créer une culture
où les gens se sentent à l'aise pour vous dire quand quelque chose ne va pas. J'étais tellement concentré sur la terre et l'or que j'avais manqué ce qui se passait avec l'équipe. Les relations personnelles au sein de l'équipage, toujours complexes, le sont devenues encore plus après l'accident. Certains membres se sont soudés plus étroitement, ayant partagé le traumatisme et survécu ensemble. D'autres ont commencé à prendre leur distance, se demandant si l'argent valait le risque, si cet accident évité de justesse était un avertissement pour trouver un travail plus sûr, s'ils avaient suffisamment confiance dans le sol ou dans les dirigeants pour continuer. Brennan, qui avait piloté sa pelleteuse hors de la zone d'effondrement et était devenu un héros improbable, luttait contre la culpabilité du survivant. Tyler aurait pu être dans ce bulldozer quand il s'est écrasé, disait-il. La seule raison pour laquelle il ne l'était pas, c'était la chance. Je n'arrête pas de penser à cela, au fait que nous sommes passés tout près à la facilité avec laquelle cette histoire aurait pu être complètement différente. Les révélations financières ont aggravé la charge émotionnelle. Le bulldozer détruit la production perdue, les études d'ingénierie et les travaux d'assainissement nécessaires pour stabiliser le sol restant. Tout cela s'est ajouté à des pertes dépassant 1,2 million de dollars. Pour une exploitation minière dont les marges sont déjà minces et qui est déjà en retard sur ses objectifs pour la saison, ce niveau de difficulté financière menace la viabilité de la poursuite de ses activités. Parker est confronté à une décision qui va au-delà d'une simple analyse coût-bénéfice. Il peut réduire ses pertes, fermer l'exploitation pour la saison payée à son équipe, ce qui lui est dû, et s'en aller. De nombreux mineurs auraient fait exactement le même choix, considérant l'effondrement du sol comme un échec insurmontable. Ou bien ils pouvaient redoubler d'efforts, investir plus d'argent dans la stabilisation et la sécurité, prolonger la saison malgré les coûts et essayer de retrouver la rentabilité tout en regagnant la confiance de l'équipe. La décision la plus facile à prendre était d'abandonner, reconnaît Parker. On remballe, on dit que c'est une mauvaise saison, on revient l'année prochaine. Mais ce n'est pas ce que je suis, et surtout ce n'est pas ce que mon équipe avait besoin que je sois. Ils avaient affronté ce désastre ensemble. Les solutions techniques proposées par les ingénieurs étaient vastes et coûteuses. Système d'assèchement pour réduire la pression des eaux souterraines, terrassement des murs restants à des angles plus sûrs, ce qui signifiait déplacer beaucoup plus de morts terrain pour la même quantité de terre arable. Des équipements de surveillance continus pour détecter les signes précurseurs de défaillance future. Des séquences d'excavation modifiées qui donnent la priorité à la stabilité plutôt qu'à l'efficacité. Chaque recommandation était sensée et chaque recommandation réduisait les profits potentiels. Mais au-delà des solutions techniques, Parker a reconnu la nécessité d'un changement culturel. Il a institué des réunions de sécurité quotidiennes obligatoires au cours desquelles les préoccupations de l'équipage étaient entendues sans jugement. Il a fait appel à un consultant externe pour enseigner l'identification et le signalement des dangers. Plus important encore, il a donné à chaque membre de l'équipage l'autorité explicite d'arrêter les opérations s'il voyait quelque chose de dangereux sans poser de questions et sans avoir à justifier sa décision. Je leur ai dit, votre sécurité a plus de valeur que tout l'or que vous trouverez, a raconté Parker. Et je le pensais vraiment, mais le dire n'était pas suffisant. Je devais le prouver par des actions, des décisions qui me coûtaient de l'argent, mais qui montraient à l'équipage que j'étais sérieux. Un changement à jamais, 6 mois après l'échec au sol, l'exploitation de Parker était fondamentalement différente. Les changements physiques étaient imperceptibles, pentes aménagées, équipements de surveillance et procédures modifiées, mais les transformations les plus profondes concernaient les personnes, leur façon d'aborder leur travail, ce qu'elles appréciaient et ce qu'elles craignaient. Brennan a continué à conduire des excavatrices, mais il a admis qu'il ne ressentait plus la même confiance dans le sol. À chaque godet, à chaque passage, une partie de mon esprit se demande si ce n'est pas le moment où l'excavatrice tombera à nouveau en panne, a-t-il déclaré. J'ai appris à vivre avec cette conscience, mais cela a changé ma façon de travailler, de dormir et de penser à l'exploitation minière. Tyler a fini par reprendre l'exploitation de l'équipement, mais a insisté pour suivre une formation complémentaire sur l'identification des risques géotechniques. Il est devenu le défenseur officieux de la sécurité au sein de l'équipe, la personne la plus susceptible de s'exprimer lorsque quelque chose ne lui semblait pas normal. Cette dynamique a fonctionné parce que Parker l'a soutenu de manière visible et cohérente. Danny, qui avait pris la décision cruciale d'arrêter l'alimentation de l'usine de lavage, a assumé des responsabilités accrues en matière de sécurité opérationnelle. Sa rapidité d'esprit pendant la crise a démontré un jugement sur lequel Parker s'est appuyé pour plus que le simple fonctionnement de l'usine.
La promotion est venue avec un meilleur salaire, mais aussi avec le poids de savoir que ces décisions pouvaient faire la différence entre les membres de l'équipe rentrant chez eux sains et saufs ou ne rentrant pas du tout chez eux. Mitch, le vétéran de l'équipe qui a été témoin d'innombrables opérations minières, a admis que l'effondrement du sol avait ébranlé même son point de vue expérimenté. « Je pensais avoir tout vu », a-t-il réfléchi. Il s'avère qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à craindre, quelque chose qui peut mal tourner. Mais il y a aussi une résilience dont vous ne savez pas que vous disposez jusqu'à ce que vous en ayez besoin. La saison que tout le monde pensait être un désastre, qui semblait condamnée par l'effondrement du sol en octobre, a finalement produit des résultats qui ont surpris tout le monde. Non pas parce que l'équipe de Parker a trouvé de l'or exceptionnel, bien qu'elle se soit respectablement bien débrouillée, mais parce qu'elle a démontré quelque chose de plus précieux que n'importe quel métal précieux, la capacité à faire face à la catastrophe, à en tirer des leçons, à s'adapter et à continuer. Les images de cette nuit-là, capturées par des caméras de sécurité et des appareils personnels, sont devenues parmi les plus dramatiques de l'histoire de la ruée vers l'or. Mais ce que les caméras n'ont pas pu saisir pleinement, c'est l'histoire humaine qui se cache derrière le spectacle. La peur, les décisions, le leadership, la résilience, la transformation d'un équipage qui a fait face à l'impensable et a choisi de continuer. L'approche de Parker à l'égard de l'exploitation minière a changé de façon permanente après cette nuit d'octobre. Le jeune mineur, qui s'était autrefois défini par sa concentration sur l'or et sa volonté de pousser plus fort et plus longtemps que n'importe qui d'autre, a découvert qu'un leadership authentique signifiait savoir quand aller de l'avant et quand se retirer. Celui dont le succès se mesurerait non seulement en onces, mais aussi en loyauté et en sécurité de son équipe. Les membres de l'équipe qui sont restés dans l'exploitation de Parker après l'échec au sol ont formé un lien qui a transcendé les relations de travail habituelles. Ils avaient survécu ensemble, affronté un véritable danger, pris des décisions de vie ou de mort, et s'en étaient de sortis changés, mais intacts. Les nouveaux membres de l'équipage qui se sont joints aux saisons suivantes ont rapidement reconnu ce noyau dur, ceux qui avaient été là cette nuit-là, et qui portaient l'expérience en eux de manière subtile. Dans l'ensemble de l'industrie, l'échec a suscité des conversations sur la stabilité du sol, la technologie de surveillance et la culture de la sécurité qui se sont étendues bien au-delà de l'opération spécifique de Parker. D'autres mineurs ont étudié ce qui s'était passé, ont mis en œuvre leurs propres mesures préventives et ont reconsidéré leurs hypothèses sur la stabilité du sol. Les leçons apprises au Klondike en cette nuit d'octobre se sont répercutées dans toute la communauté minière. Pour les téléspectateurs de Gold Rush, cet épisode représentait quelque chose de rare, un drame authentique, des enjeux réels, des réponses humaines non scénarisées à des crises, pas de conflits fabriqués, pas de tensions artificielles, juste des gens qui font face à une situation imprévisible et dangereuse avec courage, peur et détermination. L'authenticité a trouvé un écho que la télé-réalité n'atteint que rarement. La relation de Parker avec son équipe a évolué d'une relation employeur-employé à quelque chose de plus complexe et de plus précieux. Il a appris à écouter différemment, à valoriser l'apport de personnes qui ont de la terre sous les ongles et des années de travail sur le terrain. Le respect mutuel qui s'est instauré est devenu la base des saisons d'exploitation minière réussies qui ont suivi. La cicatrice physique dans le paysage à l'endroit où le sol s'est effondré reste visible des années plus tard. Les mineurs qui travaillent sur cette coupe peuvent encore voir l'endroit où l'effondrement s'est produit, peuvent tracer le plan d'effondrement et peuvent indiquer l'endroit où les machines ont presque disparu dans la terre instable. Mais au lieu d'être une source de honte ou de peur, il est devenu un souvenir. Un mémorial permanent de la nuit où tout a basculé des leçons apprises de la résilience découverte. Avec le recul, les membres de l'équipage décrivent l'échec au sol comme un moment décisif de leur carrière et de leur vie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils choisiraient de répéter, mais ils sont étrangement reconnaissants d'en avoir fait l'expérience et d'y avoir survécu. Cela leur a appris à se connaître eux-mêmes, à se connaître les uns les autres, à savoir ce qui compte lorsque le sol sous vos pieds cède, littéralement. L'opération de Parker Schnabel se poursuit aujourd'hui avec plus de succès et plus de sécurité que jamais. L'or continue de sortir du sol, l'équipement continue de fonctionner, de nouveaux défis apparaissent et sont résolus. Mais tous ceux qui étaient là cette nuit d'octobre savent que quelque chose de fondamental a changé. Ils ont été les premiers à constater que la terre avec laquelle ils travaillent est puissante, imprévisible et digne de respect. Ils ont appris que le leadership ne se limite pas à la production et que la survie dépend parfois de la personne à côté de vous qui prend la bonne décision au moment le plus important.
Les révélations de l'équipe sur ce dont elle a été témoin cette nuit-là ont changé à jamais la façon dont Parker Schnabel aborde l'exploitation minière, la façon dont son équipe travaille ensemble et la façon dont elle réfléchit à l'équilibre délicat entre l'ambition et la sécurité dans l'une des professions les plus dangereuses au monde. La nuit que l'équipe de Parker Schnabel n'oubliera jamais, lui, a enseigné des leçons qu'aucune somme d'or ne pourrait acheter. Leur courage, leur honnêteté et leur résilience n'ont pas seulement transformé une exploitation minière, mais ont établi de nouvelles normes pour toute une industrie. Ce dont ils ont été témoins au cours de ces heures sombres est devenu la base de quelque chose de plus substantiel et de meilleur. Si cette histoire vous a ému, appuyez sur le bouton d'abonnement et faites sonner la cloche de notification. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous sur le leadership, la survie et l'esprit humain lorsque tout est en jeu.